Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast préféré. Bienvenue à à mon 200e épisode du podcast FI 3900. Écoutez, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un podcast d'accompagnement, mais je pensais pas que j'allais faire éventuellement 200 épisodes. J'ai commencé à faire ce podcast-là au début de la pandémie. Écoute, on était en 2019. Je ne vais pas vous retraumatiser avec cette histoire-là. Mais à l'époque, je me cherchais un moyen de justement rejoindre mes étudiants là où ils étaient, parce que à l'époque, c'était plus compliqué de les rejoindre, puis leur parler, les rassurer sur le déroulement du cours, puis leur parler dans le creux de l'oreille, puis les rejoindre en prenant leur marche. C'était ça l'idée au début, puis aussi leur donner une espèce d'alternative aux 9 heures de classe Zoom là, que plusieurs avaient à passer, puis souffrir ce genre de cours-là. Là. Fait que je me suis dit, ben, au moins dans mon cours, il va y avoir une partie du cours qu'ils vont pouvoir écouter en marchant ailleurs, puis autrement. Et nous y voici, 5 ans plus tard, et 200 épisodes derrière la cravate à ce micro. J'espère que vous appréciez encore cette formule. Pour célébrer ce 200e épisode, écoutez, cette semaine, c'est spécial. Je vais être accompagné en studio. J'avais fait un appel à tous pour savoir s'il n'y en avait pas un ou deux d'entre vous là, qui accepteraient de participer à l'enregistrement du podcast. Ici, au micro, en studio, et là, faut entendre mon bureau. C'est pas mal plus ça. J'en ai un aujourd'hui, il est avec moi. Je ne suis plus seul dans ma tour d'ivoire. Jeffrey Gabriel Steven Santiago est là. Comment ça va, Jeffrey? Ça va très bien, merci. La prononciation, ça va? C'est plus Santiago que Santiago. Santiago, voilà. J'ai essayé quelque chose à la fin. C'est encore raté. Ça va bien, Jeffrey? Très bien, merci et vous. Oui, est-ce que tu écoutes le podcast du cours? Est-ce que ça fait partie de tes habitudes? Oui, tous les lundis soirs, avant d'aller dormir d'ailleurs. Non, ma voix, c'est parfait pour s'endormir. Ça me permet de rester quand même frais pour le lendemain. Voilà. Puis pas trop tanné d'entendre des redites entre le contenu de cours, le podcast, parce que souvent, je répète des contenus. Est-ce que ça... Non, du tout pas. Ça aide quand même parce que ça permet de peu plus retenir ce qui est dit, de l'entendre de différentes manières, c'est très bien. C'est un peu ça l'idée. Écoute, Jeffrey, je suis allé relire ta présentation sur les forums. Oui. Donc, étudiant en biochimie, c'est le bon. Étudiant en biochimie, 2 stages en neurophotonique, Oui. je me trompe pas. 6 mois comme assistant de recherche dans le même domaine. Et quand il n'est pas au laboratoire, il se passionne pour les light novels et les mangas, les animés, les animes. Ouais. Moi, je dis animé. Voilà, c'est le même problème de prononciation des E finaux. Gros fan de, attendez, je l'ai pris en note, Marshall Peak de Momo. C'est quoi ça? Momo, c'est je sais pas si je dois dire écrivain, mais il écrit des light novels, principalement Marshall Peak, qui est un light novel de cultivation, je sais pas si ça se dit en français. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un concept où c'est des guerriers qui doivent un peu s'entraîner spirituellement, s'entraîner physiquement pour devenir de plus en plus forts. OK. Puis, c'est quand même des light novels assez longs, ça peut partir sur des 6 000 chapitres. Wow! Et c'est des histoires assez intéressantes. Moi, Peak, c'était mon premier light novel et j'ai pas lâché depuis. Ben, c'est ça, il y a de la lecture pour tout le monde, faut juste... c'est ça, il y en a qui des fois autour de moi, j'aime pas trop lire. Ben, peut-être que t'as juste pas trouvé la bonne branche pour toi, comme quand quelqu'un dit, ben moi je joue pas à des jeux vidéo. T'as peut-être pas trouvé ton jeu non plus, là, parce que je sais que ma mère a dit elle joue pas à des jeux vidéo, mais elle joue à des petits jeux là, de puzzle, puis elle arrête pas, là, mais elle dit qu'elle joue pas à des jeux, mais ça en fait partie. Toi aussi, t'es une gamer, puis tu le savais pas.
Je disais aussi que tu étais, parlant de gamer, Bloodborne, Horizon Zero Dawn. Je suis pas très bon pour tuer ces gros vilains-là robotiques. Assassin's Creed. Et tu conclus ta présentation en disant que la musique, c'est la vie. Oui, Voilà. Qu'est-ce j'écoute toujours. que tu écoutes? J'écoute quand même, c'est des styles un peu, comment dire, certains qualifieront d'étranges. C'est plus du Ghostman, du Pouya et du Foria, je crois que ça s'écrit. C'est quand même des styles que pas beaucoup de monde écoute. As-tu un auteur que je vais essayer de peut-être mettre un petit extrait, je le mettrai là, au montage, là, un auteur que je pourrais mettre là? Est-ce il faut quelque chose Je de... sais pas, si je cherche sur Spotify, je trouve quoi là? Est-ce que tu as une liste de lecture? Est-ce que tu as un artiste en particulier? Comment je fais pour trouver de la musique que toi tu écoutes? Ok, il y a un artiste, je crois que c'est Sepha, Sepha, OK. quand même très intéressant. OK. Fait que je vais mettre l'extrait audio ici. Voilà. Hein, merci d'être là cette semaine. Jeffrey, tiens, je vais laisser aller la musique un peu en dégradant. OK, bon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? D'abord, Red Alert, alerte rouge. J'ai mon petit son ici, là. Je vais te mettre ça. Alerte rouge. Alerte rouge parce que le TP2, ça s'en vient, Jeffrey. C'est dû le 13 avril. Avant 23h59, c'est dans 33 jours. Bon, ça peut se faire. 33 jours, j'ai calculé, c'est 5 samedis, 5 dimanches. Donc, si t'es juste capable de voir tes coéquipiers le samedi, il vous reste 5 rencontres pour... ça se fait? Oui. Ben oui, ça se fait. Mais je vous le dis à l'avance, comme ça, il n'y aura pas de panique à la fin. C'est ma tâche de vous le... Est-ce qu'il est commencé, ce TP2, dans votre cas? Je dirais que non. Faudrait s'y prendre d'ailleurs. Wow, voilà. Ça sert à ça. C'est pour ça que je le dis. Là, les étudiants ils sont exactement dans cette situation-là. Mais non, il n'est pas commencé. C'est vrai, 5 samedis. Il faudrait le commencer. Oui, c'est le bon moment de commencer ça. D'ailleurs, les instructions concernant le TP2, je vous ai conçu un épisode spécial extra juste pour vous donner ces instructions. Puis ça va être publié ce vendredi. Ça va être l'épisode 201. Puis donc tout de suite après cet épisode, c'est 200. Vendredi, vous allez avoir un épisode, ça va être instruction sur le TP2. Puis vous pourrez écouter ça pour vous lancer dans vos travaux pendant le week-end. Ou pour réécouter à la fin, là. Il y a aussi là, à la fin, est-ce qu'on a respecté les instructions? Vous pouvez le réécouter aussi juste avant de le déposer pour voir qu'est-ce qu'il disait dans ce 20 minutes-là d'instruction. Puis est-ce qu'on a respecté tout ça? Donc, c'est ce que je vous promets. Ça va être diffusé ce vendredi. Donc, 2 épisodes cette semaine. Ce sera ça pour vous. OK. Aujourd'hui, dans cet épisode, ce sera dès demain, ce sera le module 8. De quoi on parle dans ce module 8? Qu'est-ce que vous avez à faire? Disons déjà que c'est un module très important parce que ça cible un problème éthique qui est peut-être le plus commun, je dirais, dans l'exercice de votre profession. C'est un archétype. On l'appelle le conflit de loyauté multiple. Il y a plusieurs noms aussi pour désigner ce genre de problème-là. Il y en a qui vont parler du problème des deux chapeaux ou du double chapeau, du conflit de statut aussi. Mais vous allez voir là, que c'est un problème qui est très commun. Là. C'est peut-être la désignation qui est moins commune, là, mais vous allez voir quand je vais vous le dépeindre, vous allez reconnaître le problème en question. La question qui est au cœur de ce genre de conflit de loyauté, c'est assez simple, là, c'est quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, il ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de rien de criminel, mais il vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis, pourquoi il pourrait vous demander ça? Pourquoi il pourrait vous demander ça? Mais justement pour prioriser
ça arrive là, dans les TP1, j'en lisais, là. Il y a un patron qui vous demande un petit compromis, puis pourquoi? Mais pour prioriser les intérêts financiers de la compagnie. C'est assez classique. Puis il vous demande de faire des petits compromis, puis de tolérer un petit risque là, en matière de qualité, de fiabilité, puis de sécurité, santé publique. En tout cas, il vous demande de faire ce genre de compromis. Puis voilà. Puis toi, ben tu te promènes dans les laboratoires. C'est ce que j'ai vu dans ta présentation, Jeffrey. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir pas un patron, mais un directeur de lab qui te demande de poser un geste qui s'éloigne un peu des idéaux? Je te demande pas de pointer personne, là, mais juste un geste là, qui s'éloignerait un petit peu de tes devoirs et obligations à titre de jeune chercheur. Heureusement, non. J'imagine que c'est quand même assez rare que ça n'arrive Tu as pas, déjà mais entendu des histoires qui ressemblent à ça? des histoires qui ressemblent à ça. J'ai peut-être quelques exemples. Je vais t'en donner un chercheur qui demande de mettre son nom comme auteur d'un article qu'il n'a pas rédigé. Ça arrive-tu? Un article que c'est toi qui as rédigé, que l'autre a rédigé, que vous êtes deux, trois à avoir travaillé dessus. Le directeur, il est juste là pour superviser, puis supervise très minimalement, puis son nom doit être là, puis il tente de l'imposer. Oui, ça par contre, je l'ai vu, oui. Ça peut arriver, hein? Puis est-ce que c'est mal? Ben, c'est pas clair, là. Mais il y a quand même souvent un doute, là. C'est quoi le statut d'auteur? Qu'est-ce que ça vaut? Puis pourquoi lui a droit à son nom, d'autres non? Puis là, on se retrouve dans ce genre de situation-là. Puis ça, si vous avez déjà ressenti ce tiraillement-là, ça peut ressembler à un conflit de loyauté. Vous avez votre patron, dans votre cas, c'est votre directeur de lab, qui vous paye, vous avez un contrat. Puis là, ben, vous voulez respecter votre contrat, votre engagement, mais en même temps, il y a d'autres idéaux que juste suivre à la lettre ce que le patron demande de faire. Puis si vous êtes dans ce genre de dilemme-là, ben, ça ressemble à un conflit de loyauté. L'archétype que je vais avoir en tête pour le module 8, ben, c'est l'ingénieur. Il revient encore. Je sais que ça agace. Je le voyais aussi sur des memes, là. Il parle de l'ingénieur. Ben, tu sais, c'est 85% de mes étudiants, ça se dirige vers la profession d'ingénieur. D'où le fait que j'essaie de m'ajuster aussi à la majorité, mais je comprends qu'il y en a d'autres aussi. Puis vous allez voir qu'un conflit de loyauté, j'ai donné l'exemple des laboratoires, ben, ça recoupe certains dilemmes, mais celui que je vais avoir en tête, l'archétype, ça va être mon ingénieur, donc celui qui se prépare à exercer la profession en sciences et génie. Puis lui, il peut être pris avec ce genre de conflit de loyauté. Puis ça se divise, il y a toujours les deux mêmes parties. D'un côté, il est pris avec son contrat de travail, donc il doit allégeance à son employeur. Puis, ben, il a fait une promesse. Il a signé son contrat de travail, puis il a dit, ben, je vais te respecter. Tu me donnes un salaire, puis je vais faire ce que tu demandes de faire. Puis, c'est pas n'importe quelle promesse, ça a force de loi. Un contrat, là, c'est pas juste dans les airs, là. C'est les lois. Si on signe un contrat tous les deux, là, c'est les lois qui gèrent nos relations. Donc, on signe tous les deux, puis on dit ce qui est au-dessus de nos signatures, ce sont nos lois. Donc, un contrat de travail, c'est pas rien. Et donc, vous avez signé un contrat de travail, puis vous avez promis allégeance à votre employeur. Donc, ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est que vous allez faire partie d'un ordre professionnel. Dans plusieurs cas de mes étudiants, ils vont faire partie d'un ordre professionnel. Et donc, ben, ils ont fait une autre promesse, celle de suivre un code de déontologie, ils prêtent allégeance à la protection du public. Puis ça, c'est là. Puis ça aussi, ça a force de loi, ça découle du code des professions. Tout ça, c'est là. Donc, un conflit de loyauté, c'est ça, c'est une tension entre les deux, le contrat de travail et la promesse, donc le code de déontologie, le code des professions. Donc, dans ton cas, là, ça fonctionne aussi. Tu travailles dans un laboratoire, tu as signé un contrat,
tu dois allégeance à ton employeur, qui est ton patron, qui est ton université, qui te verse un salaire. Mais en même temps, si tu fais de la recherche, il y a des idéaux qui sont liés aussi à ton rôle. Ton patron, il est là, mais c'est pas la seule autorité en place. Si tu as du financement, par exemple, ben, ton patron te demande de poser un geste qui s'éloigne un petit peu des devoirs et obligations imposés par ton bailleur de fonds. C'est le même genre de dilemme, là. Si tu as eu du financement du CRSNG, tu as une belle bourse, ben, ils te donnent de l'argent, le CRSNG, mais ils disent oublie pas l'intégrité en recherche, puis tu dois faire ci, tu dois faire ça, voici les idéaux, voici les règles que tu dois. Puis si ton patron te demande de t'éloigner un petit peu de ces règles-là, ben, tu dois dire ben, c'est pas seulement cette autorité-là, il y a d'autres autorités en place, puis jongler avec ces différentes formes d'autorité. Donc le conflit, il est toujours là. C'est un conflit, je dirais, employeur. Il y a cette relation-là. Puis de l'autre côté, il y a le rôle du professionnel et le public. C'est pour ça qu'on dit deux chapeaux, là. Il y a un chapeau, ben c'est le chapeau de moi, je suis un employé, puis je sers mon employeur. Puis l'autre chapeau, c'est je suis pas juste un employé, j'ai un rôle social. Dans le cas des employeurs, c'est balisé par des normes, des lois. Dans le cas du jeune chercheur, ben, via les bailleurs de fonds, via l'institution aussi. C'est pas juste le chercheur qui impose des règles, l'institution. Si tu fais de la recherche à l'Université Laval, l'Université Laval, là aussi, c'est règles parce qu'on t'accueille physiquement. Donc, on t'impose le respect de certaines règles. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire devant ce genre de conflit, Jeffrey? Toi, tu fais quoi? Tu choisis quoi? Ton patron ou tu choisis tes devoirs et obligations professionnelles, ou tu choisis ton patron ou tu choisis les devoirs et obligations imposés par ton bailleur de fonds? Faut d'abord identifier c'est lequel aura les répercussions les plus négatives si je respecte pas. Ben oui, on aurait ce genre de tension-là. Là. On va. Attends un peu, c'est un vrai dilemme. Je vais prioriser, je vais passer à travers ma grille de logo, là, puis je vais passer à travers tout ce qu'on me dit lorsque je fais face à un dilemme. C'est pas exactement ce que dit la loi, les normes pour les professionnels. C'est pour ça que j'en parle pendant le cours, parce que pour les professionnels, vous allez le voir, votre ordre professionnel vous dit, si vous êtes face à un conflit de loyauté, vous pouvez pas hésiter longtemps entre votre employeur et votre ordre professionnel. Vous devez prioriser votre ordre professionnel. Puis vous devez prioriser la protection du public. D'où l'importance de mettre ça en perspective. C'est pas tout de juste passer à travers la grille de logo. Pour votre ordre professionnel, c'est pas exactement comme ça que ça se pense. Donc, en résumé, je vais l'expliquer aussi demain en classe. Là. Je vais encore une fois radoter mes mêmes choses. Je vais expliquer encore une fois c'est quoi un conflit de loyauté. Mais en classe, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a 3 outils qui peuvent aider un professionnel à trancher lorsqu'il souhaite contester l'autorité. Ça n'arrive pas toujours. Habituellement, l'autorité, il va dans le même sens que votre ordre professionnel, dans les meilleurs des cas. Mais s'il y a une tension qui commence à se dessiner, si vous souhaitez prendre une certaine distance par rapport à votre employeur, puis vous ranger du côté de votre ordre professionnel, il y a 3 outils qui sont de votre côté. Puis 3 outils qui sont plutôt spécifiques à celles et ceux qui vont faire partie d'un ordre professionnel. Donc, c'est des outils supplémentaires pour réaffirmer parfois son indépendance à l'endroit de son employeur. Le premier outil, c'est la loi. Donc, la loi dit aux professionnels, ben, vous devez prioriser votre ordre professionnel. Vous devez prioriser la protection du public. Puis, même si tu as un contrat de travail, je le sais que c'est important, ton employeur, mais tu dois prioriser ton ordre professionnel. Puis, la loi, est-ce que tu sais c'est quel document normatif, quelle loi, où on trouve ça, cette obligation-là de servir? De servir la profession, c'est ça? De servir la profession. Ça serait inscrit à quelque part dans une loi, dans un code, tiens, je vais donner des indices, où on doit servir la profession. C'est écrit où, ça? Le code de déontologie? Presque. C'est le code des professions qui, lui, est le document qui chapeaute tout ça, là.
Puis dans le code des professions, c'est écrit explicitement, si vous hésitez entre votre ordre professionnel puis une demande de votre principal client, qui est souvent votre employeur, vous devez prioriser votre ordre professionnel. Donc, c'est pas rien, là. C'est écrit dans un texte de loi. Ça le dit. Si jamais vous souhaitez résister à un patron qui est un petit peu trop insistant, vous avez l'impression que ça s'éloigne de vos devoirs et obligations, mais vous avez un outil dans votre poche. Ça s'appelle le Code des professions. Puis vous dites, non, j'ai un Code des professions. J'ai un code de déontologie qui découle de ce code des professions-là. Puis, non. Dans ce cas-là, je pense que je vais dire non parce que j'ai des devoirs et obligations professionnelles. Le deuxième outil, donc déjà la loi est de votre côté. Le deuxième outil, c'est la jurisprudence. Est-ce que tu sais c'est quoi de la jurisprudence? C'est des cas similaires qui ont déjà eu lieu et les décisions qui ont découlé de ces cas-là? Exactement. Voilà. Puis je le demande parce que c'est pas tous les étudiants qui sont capables de répondre à cette... En fait, je m'en suis rendu compte à force de l'enseigner. Une jurisprudence, c'est ça. Il y a des cas, il y a des poursuites devant les tribunaux, ça se retrouve devant un juge, le juge tranche, puis il laisse des traces de son jugement. Puis ces jugements-là, ça s'appelle de la jurisprudence. On regarde des cas, exactement comme... Prenons des cas qui ressemblent à ça, là. Un professionnel qui décide de s'opposer à un patron pour respecter ses devoirs et obligations professionnelles, si ça se retrouve devant un juge, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la jurisprudence. Puis la jurisprudence, elle est de votre côté, c'est-à-dire qu'à toutes les fois que ça se retrouve devant un juge, le juge finit par dire, ben non, tout à fait, la personne ici doit prioriser ses devoirs et obligations, puis devrait toujours suivre ça. Même dans des cas où le professionnel dirait, ben moi, j'ai pas eu le choix. C'est mon patron qui m'a demandé de le faire. Puis là, ça se retrouve devant un juge, ben le juge va rappeler au professionnel, non, tu peux pas juste dire que ton patron te l'avait demandé. Il t'a pas demandé de tuer quelqu'un, là. Il t'a demandé de poser un geste. Tu savais que tes devoirs et obligations allaient dans l'autre sens. Tu aurais dû. Ça fait partie de tes obligations. Donc, la jurisprudence va dans ce sens-là. Et la troisième, on a dit la loi, la jurisprudence. Puis la troisième, c'est la doctrine. Est-ce que tu sais c'est quoi de la doctrine? C'est une manière de penser qui est propre à un groupe. Oui, ce serait une définition. La doctrine au sens de la loi, c'est l'interprétation de tout ce que je viens de dire, là. Donc, les juristes qui connaissent les lois, qui connaissent la jurisprudence, parfois vont nous publier des beaux textbooks, là. Puis vont dire, ben voici sur tel sujet, voici ce que la loi, la jurisprudence nous dit, puis voici ce que les experts en pensent. Puis ces ouvrages-là, on appelle ça de la doctrine. Puis ça, ben ça aussi, ça va dans votre côté, c'est-à-dire que les juristes, celles et ceux qui comprennent les lois puis la jurisprudence, lorsqu'ils tentent d'approfondir ce thème-là, là, qui est le conflit de loyauté, ben souvent ils arrivent aux mêmes conclusions. Le texte de la loi dit ça, l'esprit de la loi dit ça. Lorsque des cas comme ça se retrouvent devant des juges, ça dit exactement la même chose. Les professionnels doivent prioriser leurs devoirs et obligations professionnelles. Donc, au sens de la loi, c'est ce qui se passe. Il y a ces trois outils-là que vous pouvez toujours sortir de votre poche. Votre patron a dit « fais ci, fais ça ». Je suis pas sûr, je pense que ça s'éloigne de mes devoirs et obligations professionnelles. Ben, on peut lui dire dans un courriel, ben, faut voir, il y a des étapes, là. mais le moment où vous écrivez un bon long courriel pour dire qu'il a tort, là, on lui dit, ben, la loi, désolé, mais la loi me dit le contraire. La jurisprudence me dit le contraire. Si on veut y aller vraiment dans les grands termes, la doctrine aussi. Donc, ces trois outils-là, c'est des ressources qui sont là pour vous. Toi, dans ton laboratoire, est-ce que tu aurais si tu veux dire non à ton patron, là, ton directeur, est-ce que tu as ce genre de ressources-là? Est-ce que tu as la loi derrière toi? Il y a quand même des codes éthiques qui sont écrits par l'université, par les différentes organisations qui régissent un peu le travail dans un laboratoire. Donc, c'est sûr que passer outre ces codes-là, c'est facile à dire au directeur de recherche, ah non, l'université ou les différentes organisations ne me permettent pas de faire ça. Ben voilà, mais c'est déjà plus délicat, là. Tu sais, j'en parlais un peu en entame, là, c'est-à-dire que pour un jeune chercheur,
souvent, déjà, il y a une posture de fragilité. Là, c'est la personne qui est ton patron, c'est elle aussi qui va décider si tu termines ou non ton doctorat. Là. Donc, il y a une position de grande fragilité, puis ça peut causer des problèmes qu'on a peut-être moins dans l'exercice de la profession. Là. Ce rapport-là, là, il est délicat. Puis si l'étudiant veut dire à son directeur, ben non, je ferai pas ça parce que ça a pas de ça a pas de bon sens. Ben là, c'est quoi ces recours? Souvent, c'est ça, les normes de l'institution, les normes des bailleurs de fonds. Mais jamais à quelque part c'est écrit qu'il doit prioriser tout ça. Là. Donc, tu dois respecter tout ça en même temps. Puis là, c'est un vrai dilemme au sens où tu passes à travers ta grille de Lego puis tu essayes de t'en sortir, mais tu n'as pas autant d'outils. Ah, le professionnel, c'est peut-être un peu ça que ça donne, le système professionnel. Là, ça donne des outils supplémentaires, juridiques notamment, pour pouvoir dire à un patron non. Puis ça a été pensé dans le système professionnel. Vous donner un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'autonomie que toi et moi. Là. À l'université, on n'a pas ce même genre de recours-là. Donc, inquiète-toi pas, t'es pas le seul à parfois mal maîtriser les normes. Là. Il y a plusieurs, surtout dans le monde universitaire, moi je donne des formations pour les chercheurs, là, puis souvent ils connaissent mal le cadre normatif. Là, ils ont jamais lu les règles institutionnelles, les règles de leur bailleur de fonds. Ils font comme s'ils les comprenaient, là, mais des fois, on ne sait pas exactement c'est quoi nos recours, parce que tant qu'on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de ces recours-là, mais souvent, là, la formation, ça aide aussi à ça, savoir c'est quoi mes recours avant que je tombe face à un problème. Parce que des conflits de loyauté, les étudiants, ils vont en avoir plein, là. Mais s'ils n'ont jamais testé un conflit de loyauté, c'est de le résoudre avant d'être pris avec un patron un petit peu exigeant. Là. Ils ne sauront pas exactement où se lancer. Puis là, ils vont être sur Internet. J'ai-tu des recours? J'ai-tu des recours? Vous avez des recours. Pour les professionnels, il y a tous ces outils-là qui sont déjà là, qui vous attendent, qui sont prêts à être déployés dès que vous en voyez le besoin. Puis ça, c'est vrai pour tous les professionnels, tous ceux qui vont faire partie d'autres professionnels. Les ingénieurs, c'est sûr, je les ai mentionnés, mais les chimistes, les arpenteurs, géomètres, ingénieurs forestiers, agronomes, c'est exactement la même chose. Ils ont la loi de leur côté, la jurisprudence de leur côté, la doctrine de leur côté. Puis ils ont non seulement cette liberté-là, mais le devoir de contester une autorité patronale qui leur demanderait de s'éloigner un petit peu de ses devoirs et obligations professionnelles. Donc ça, c'est important aussi. C'est pas juste « s'il vous plaît, faites-le ». Non, vous avez des devoirs et obligations. Si vous les respectez pas ou si on vous demande autour de vous de ne pas les respecter, vous pouvez pas juste vous taire. Vous devez intervenir, contester l'autorité. Puis vous avez des outils pour contester l'autorité en place. On reviendra plus tard là, dans le cours. J'ai un module sur la soumission à l'autorité, qui est un autre. C'est facile de dire que vous avez des devoirs et obligations, puis vous avez les outils pour contester l'autorité, mais l'autorité, c'est plus compliqué que ça à contester. Là. C'est pas juste même si je vous disais que vous aviez les outils, la force d'une figure d'autorité, il faut jamais négliger l'influence psychosociale que ça peut avoir sur une personne. On reviendra là, c'est au module 10. Est-ce que tu es capable de me nommer les 3 outils pour les professionnels pour contester les différentes formes d'autorité? Tiens, ça va être notre indice de la semaine, Jeffrey. OK, l'indice de la semaine, ce sera nos 3 principaux outils normatifs et ils seront donc pour contester au besoin l'autorité en place. Quels sont-ils, Jeffrey? La loi, la jurisprudence, la doctrine. Voilà. OK, pourquoi on parle de conflit de loyauté dans ce cours, Jeffrey? C'est parce que le problème avec le conflit de loyauté, ça pose un problème parce que même si, je le disais, même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointent dans la même direction, puis vous dit, vous devez d'abord allégeance à votre ordre professionnel, la réalité, c'est beaucoup plus fragile que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que votre identité professionnelle, votre réflexe pour vous ranger derrière votre ordre professionnel, ce réflexe-là, il est très fragile. C'est-à-dire que cette identité professionnelle,
Euh, Celle qui devrait faire en sorte que tu dis non à un patron, celle-là, elle va s'effriter très vite et très tôt. Dès que vous allez vous sauter sur le terrain, dès que vous allez avoir un employeur, votre identité professionnelle, elle va s'effacer. En tout cas, sociologiquement, c'est ce qu'on constate, là. Dès que vous avez un employeur, dès que ça fait 2 ans que vous travaillez sur le terrain, tout à coup, l'identité professionnelle est bien loin, là. Le souvenir lointain de votre cours éthique et professionnalisme. D'ailleurs, dans le rapport Bégin, que je vous ai demandé de lire ce texte, je pense que j'avais demandé de le lire au module 7. T'as lu ça, Jeffrey? Le rapport Bégin-Rondeau-Marchand sur l'effondrement du viaduc de la Concorde? Je suis passé rapidement dessus, oui. Bien, bien répondu. Puis, c'est pas grave, il y a des textes comme ça que je dis lecture sommaire. Mais vous irez relire le texte en question parce que dans le rapport, il y a cette citation que j'ai extraite ici. Ce qu'on dit, c'est, ouverture des citations, on a constaté qu'après 1 an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients, qui est aussi leur patron, mais ne mentionnent plus leurs devoirs envers la société. Après 1 an, les professionnels n'en parlent plus. Là, j'arrête pas de répéter la protection du public, puis là, vous dites, ben, c'est facile, c'est juste ça. Après 1 an, vous allez l'avoir oublié. Puis ça, c'est problématique parce que pour reconnaître l'existence même d'un conflit de loyauté, là, cette tension-là, pour reconnaître cette tension-là, il faut au moins entretenir cette première partie de l'identité qu'est l'identité professionnelle. Sinon, il n'y a plus de conflit de loyauté, là. Je le disais, là, ça prend 2 pôles. Donc d'abord, tu es un employé, tu travailles pour une compagnie, un employeur, ton client, c'est ton patron. Puis ça, les étudiants, ils vont adorer tranquillement là, leur identité professionnelle, ça va plutôt être leur identité corporative. Plus vous travaillez longtemps pour un employeur, plus c'est fort d'ailleurs. Mais vous allez vous sentir plutôt, votre identité, ça va être votre identité technique. Je suis d'abord quelqu'un qui fait telle chose pour tel employeur. Puis ce qu'on constate, c'est que les valeurs de l'employeur finissent par se fondre un petit peu. Parce que c'est ça aussi, là, quand on a la liberté de choisir notre employeur, on choisit un employeur qui correspond à nos valeurs. Puis tout à coup, là, les deux peuvent se fondre ensemble. Mais il ne faut pas oublier la deuxième partie du dilemme, parce que pour plusieurs d'entre vous, vous serez des professionnels. Vous allez faire partie d'un autre professionnel avec ses valeurs, ses propres visées. Puis en plus, pour plusieurs d'entre vous, vous allez vous engager et faire la promesse de défendre cet ordre professionnel. Puis ça, c'est l'identité professionnelle. Puis ce que je veux dire, c'est que pour bien voir là, ce dilemme-là, ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus de dilemme. Ce que je crains, c'est que mes étudiants, dans 2 ans, ils soient même plus capables de reconnaître qu'il y a un dilemme devant eux, là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement proches de leur identité corporative, ça s'est tellement bien fondu avec leur identité personnelle que tout à coup, on regarde une situation, puis mon rôle, c'est quoi? Ben, mon rôle, c'est de travailler pour mon employeur, là. Puis l'identité professionnelle, celle qui devrait vous dire, oublie pas, tu as des devoirs, obligations professionnelles. Oublie pas, la loi te dit que tu dois protéger le public. Oublie pas, la jurisprudence te dit que tu dois te ranger derrière tes devoirs et obligations professionnelles, derrière ton allégeance. Tout ça, là, la loi, la jurisprudence, la doctrine, ça pointe dans cette direction-là. Puis toi, dans quelques années, non seulement tu as oublié tout ça, mais tu n'es plus capable de même avoir ce dilemme-là, là, cette tension-là de dire, moi, j'hésite entre les deux. Si on suit la tendance, mais cette hésitation-là, elle n'existera même plus dans quelques années. Donc, même si la loi s'en va dans cette direction-là, là. Puis ça, vous voyez les implications et les conséquences juridiques et professionnelles de tout ça. Là, on a des professionnels qui, tranquillement, vont finir par ignorer qu'ils ont une allégeance prioritaire envers leurs devoirs et obligations professionnelles.
Et cela, même si je travaille très fort dans ce cours pour faire grandir cette identité professionnelle. Donc, vous me voyez aller là, au fur et à mesure que les modules s'ouvrent, ben moi, ce que vous voyez, c'est que j'essaye de faire grandir votre identité professionnelle, vous faire reconnecter avec l'histoire de votre profession, avec les valeurs sous-jacentes. C'est pas juste je me conforme à des devoirs et obligations. Il y a des valeurs derrière un ordre professionnel. C'est quoi les valeurs? Puis, moi, je vous enseigne ça. Puis, la triste réalité sociologique, c'est qu'il restera bien peu de tout ça après le cours. Puis, je le dis pour lutter contre ça, là, pour que ça soit conscient. Votre identité professionnelle, elle sera à son summum à la sortie du cours éthique et professionnalisme. C'est dire à quel point elle ne sera pas si haute que ça, là. Donc, si vous ne l'entretenez pas un peu, il ne restera pas grand-chose de tout ça dans quelques années. Voilà, hein, c'est un problème important, c'est un dilemme. Si on parle de conflit de loyauté, c'est un vrai dilemme, mais la perception de ce dilemme-là, elle, peut s'effriter. Vous pourrez éventuellement avoir de la difficulté à reconnaître l'existence même de ce dilemme si vous entretenez pas cette culture ou cette identité professionnelle que je tente de vous vendre dans ce cours. Donc, identité professionnelle, conflit entre l'identité professionnelle, l'identité corporative, conflit entre le contrat de travail, le code de déontologie de la profession, conflit entre l'autorité de l'employeur, l'autorité d'un ordre professionnel. C'est de ça qu'on parle, Jeffrey, lorsqu'on parle de conflit, de loyauté multiple. C'est ça notre problème des deux chapeaux. Est-ce que tu comprends tout ça? Oui. Tu vas comprendre encore mieux quand je vais avoir répété en classe à peu près cette même chose. As-tu aimé ton expérience au micro? Oui, c'est la première fois, c'était très intéressant. Ben voilà, je le dis souvent, d'abord des podcasts, toutes les fois que quelqu'un éternue, il y a un nouveau podcast qui naît, là, il y en a plein. Créez votre propre podcast, habituez-vous à parler dans un micro des thèmes qui vous passionnent. Essayez-le autour de vous, là, pour exercer sa parole, prendre la parole en public. C'est un bel exercice, même s'il y a juste 20 personnes qui vous écoutent. Dans mon cas, j'ai un auditoire captif, là, ça aide. Voilà. Écoutez, on se revoit en classe demain. Est-ce que tu vas être en classe demain, oui. Jeffrey? Donc, on se voit demain en classe. Sinon, on se voit sur Zoom. Sinon, n'oubliez pas d'écouter l'enregistrement de cours. Il y en a plusieurs qui aiment bien le podcast, là, mais c'est pas suffisant. Puis, faut écouter aussi les enregistrements de cours si vous n'êtes pas en classe. Vendredi aussi, il va y avoir mon épisode sur les instructions du TP2. Puis quand vous allez voir ça dans votre application de podcast, ça va être un rappel aussi pour vous dire, hey, ce week-end, c'est peut-être le bon moment d'écrire à la gang de mon équipe, là, c'est peut-être le moment d'entamer les travaux. Merci à Jeffrey Gabriel Steven Santiago pour ta participation à ce podcast. Jeffrey, merci. C'est un plaisir, merci à vous. Et à vous tous, merci, à bientôt. On se revoit demain en classe, sinon on se revoit ici la semaine prochaine. Allez, bye bye.